Et si, en voulant punir la Russie, l'Europe venait de creuser sa propre tombe financière? Imaginez, Bruxelles décide de confisquer sans précédent une somme gigantesque d'avoirs russes. On parle de près de 300 milliards de dollars gelés, simplement saisis en un instant. Un geste spectaculaire qui devait envoyer un signal de force à Moscou, mais aussi rassurer les opinions publiques occidentales. L'Occident contrôle la situation. Mais la réaction de la Russie ne s'est pas fait attendre. Moscou a immédiatement saisi en miroir des actifs occidentaux présents sur son territoire pour une valeur équivalente, avoisinant 200 milliards de dollars. Un échange de représailles qui montre que le rapport de force n'est pas aussi déséquilibré qu'on le raconte dans les médias européens. Le discours dominant prétend que la Russie est seule et acculée, qu'elle encaisse les coups sans broncher. Mais sur le terrain, la réalité était bien plus ambiguë. Car ce bras de fer financier ne se joue pas seulement entre deux puissances, il met en jeu l'avenir du système bancaire et la crédibilité de l'Europe entière. En croyant frapper la Russie, c'est peut-être l'Europe qui vient de perdre la partie la plus précieuse, la confiance du monde dans ses institutions financières. Si d'autres pays ou investisseurs se disent que leurs avoirs ne sont plus à l'abri à Paris, Bruxelles ou Francfort, alors c'est le cœur du pouvoir économique européen qui vacille. Capitaux en fuite, investissements gelés, influence en déclin. L'Europe risque bien plus qu'une simple perte comptable. Elle joue sa place dans le nouvel ordre mondial qui se dessine. Mais comment cette escalade a-t-elle commencé? Pour le comprendre, il faut revenir aux origines de ce duel inédit entre l'Occident et la Russie. Une partie d'échecs où chaque pion compte, mais le roi n'est pas celui qu'on croit. Depuis plus de 2 ans, l'Europe de l'Est est le théâtre d'une escalade qui bouleverse l'équilibre mondial. Les dirigeants occidentaux, de Paris à Berlin en passant par Bruxelles et Washington, enchaînent les conversations téléphoniques, cherchant à afficher une unité de façade et à définir ce qu'ils appellent un tournant décisif pour l'Ukraine. Mais derrière les discours officiels et les poignées de main, la réalité est bien plus fragile. Le soutien occidental à Kiev, vanté à chaque sommet, commence à montrer ses limites. L'opinion publique s'impatiente, les budgets s'épuisent, et même les plus fervents défenseurs de l'aide militaire se demandent combien de temps il sera possible de tenir cette ligne. La formule « aussi longtemps que nécessaire » revient comme un mantra. Mais que signifie-t-elle réellement? Est-ce une promesse sincère de soutien indéfectible, ou simplement une façon habile de repousser l'échéance en attendant que le vent tourne? Pour beaucoup, cela ressemble de plus en plus à un slogan creux, destiné à masquer la fatigue politique et financière grandissante dans les capitales européennes. Au milieu de cette incertitude, une idée inattendue a émergé: organiser un référendum national en Ukraine sur la question territoriale. Derrière l'apparence démocratique, cette proposition déplace habilement la responsabilité. Ce ne seraient plus les dirigeants ou les partenaires occidentaux qui trancheraient, mais le peuple ukrainien lui-même. Une façon de gagner du temps ou d'éviter de prendre des décisions impopulaires. La réaction de Moscou a été immédiate et catégorique. Pour la Russie, il n'est pas question de pause ni de compromis. Les responsables russes l'ont clairement indiqué. Un référendum ne donnera aucune respiration à Kiev, pas plus qu'il ne permettra de geler le conflit pour mieux le reprendre plus tard. Sur le front diplomatique comme sur le terrain, la Russie refuse d'entrer dans une logique de temporisation. Cette tension grandissante n'est pas sans risque. Chaque hésitation, chaque nouvelle initiative met en jeu la crédibilité politique des dirigeants européens. Derrière les portes closes, l'inquiétude monte. Jusqu'où faudra-t-il aller? L'opinion publique, déjà ébranlée par l'inflation, la crise énergétique et les inquiétudes sécuritaires, commence à douter de la stratégie adoptée. Les dirigeants européens risquent non seulement de perdre leur légitimité, mais aussi d'aggraver le conflit et de voir s'accroître le mécontentement de leur propre population. Dans ce contexte incertain, une décision s'apprête à faire basculer la partie: la confiscation pure et simple des avoirs russes gelés depuis le début de la guerre. Mais derrière ce geste spectaculaire, se cachant des conséquences que peu de dirigeants semblent te vouloir regarder en face. Confisquer des centaines de milliards ne se fait pas sans conséquences. Regardons maintenant ce qui risque de se passer lorsque la Russie, à son tour, riposte, et pourquoi ce jeu dangereux peut coûter cher à l'Europe. Quand l'Occident décide de jouer au voleur, il oublie que la Russie a aussi des cartes en main. Aujourd'hui, l'Europe vient de franchir une ligne rouge. Elle décide de geler et de confisquer pour une durée illimitée les avoirs russes. Nous parlons ici de près de 300 milliards de dollars, volés d'un simple trait de plume sous couvert de sanctions. C'est un chiffre colossal, qui aurait été impensable il y a quelques années seulement. Mais derrière ce geste se cache une contradiction flagrante.
Ceux qui, hier encore, proclamaient l'inviolabilité de la propriété privée et l'état de droit n'hésitent donc plus à s'en affranchir quand cela les arrange. Beaucoup y voient une forme d'hypocrisie, une rupture profonde avec les principes qui faisaient la force de l'Europe aux yeux du monde. La Russie, loin de rester sans réaction, passe immédiatement à l'offensive. Elle dépose une plainte retentissante contre Euroclear, le géant européen responsable de la conservation de ses avoirs. Derrière ce recours juridique, il y a une véritable menace. Si la justice européenne donne raison à la Russie, Bruxelles pourrait se retrouver obligée de compenser les pertes russes. Peu importe le verdict, le signal envoyé aux marchés et aux États est déjà catastrophique. L'Europe n'est plus un sanctuaire fiable pour les capitaux étrangers. Et ce n'est pas tout. Car la Russie détient également sur son territoire environ 188 milliards de dollars d'actifs occidentaux. Ces fonds appartiennent à des entreprises, des investisseurs et des particuliers issus principalement d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Depuis mars 2022, beaucoup de ces actifs sont gelés à disposition du Kremlin. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour assister à l'effet domino. En représailles, Moscou entreprend de saisir les avoirs occidentaux présents chez elle. Un précédent est créé, ce qui était exceptionnel devient la nouvelle norme. Pour la première fois depuis des décennies, la sécurité juridique des capitaux étrangers en Russie et en Europe vole en éclats. En Pologne, mais aussi partout en Europe centrale et orientale, la peur s'installe. Les gouvernements réalisent qu'ils sont particulièrement vulnérables. Si la Russie décidait d'aller plus loin, les économies locales pourraient se retrouver à genoux du jour au lendemain. Dans les couloirs des ministères, on étudie discrètement des plans d'urgence pour limiter les dégâts. Le cycle des représailles ne fait que commencer. Chacun perd dans cette guerre des actifs, mais l'Europe y laisse bien plus que la Russie, car elle joue avec sa réputation, son attractivité et, surtout, la confiance que le reste du monde plaçait en ses institutions financières. Le risque ne se limite pas à une question d'argent perdu. C'est toute la stabilité du système financier européen qui est sans menacer. La fuite des capitaux s'accélère, les investisseurs cherchent des refuges plus sûrs et la confiance internationale s'effrite à vue d'œil. L'Europe, autrefois centre du monde économique, se retrouve au bord d'une crise qu'elle a elle-même provoquée. Mais au-delà de l'argent, c'est la confiance dans le système qui s'effondre. Quelles en sont les conséquences à moyen et long terme ? Car une fois la confiance perdue, ce ne sont pas seulement les millions qui s'envolent, mais la position même de l'Europe sur l'échiquier mondial. Comment l'économie européenne peut-elle survivre à ce séisme ? Quand la confiance disparaît, un système meurt, peu importe sa puissance passée. C'est exactement ce que vivent aujourd'hui les places financières occidentales. Après la confiscation massive des avoirs russes, la planète finance s'interroge. L'Europe et les États-Unis sont-ils toujours des refuges sûrs pour l'épargne mondiale, ou bien le risque de voir ces actifs un jour saisis est-il devenu trop grand ? Face à ce précédent, les investisseurs du monde entier réagissent. De Pékin à New Delhi, de Riyad à São Paulo, les grandes fortunes et les États anticipent déjà un mouvement massif de sortie de capitaux. Pourquoi placer ses réserves, ses fonds souverains, sa richesse collective, dans des juridictions où le droit peut être suspendu au gré des tensions géopolitiques ? Pour la première fois depuis des décennies, le système financier occidental n'est plus vu comme un arbitre neutre, mais comme un instrument politique. La crédibilité bâtie patiemment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s'effrite sous nos yeux, ruinée par une logique de court terme et de représailles croisées. L'Europe, prise dans cette spirale, paie déjà le prix fort. Sa compétitivité s'effondre. L'énergie coûte de plus en plus cher et pousse des industries entières à la délocalisation. De grandes entreprises préfèrent aujourd'hui investir ailleurs, là où le climat des affaires semble plus prévisible et respectueux du droit. Les chiffres racontent une histoire sans appel. L'Allemagne, traditionnel moteur de la zone euro, est entrée en récession. En France, la désindustrialisation s'accélère, provoquant une montée du chômage et une crise sociale qui mine la cohésion nationale. Au Royaume-Uni, la croissance stagne et le pouvoir d'achat s'effrite. Partout en Europe, la population ressent les conséquences directes de cette perte de confiance mondiale. Ce n'est pas seulement une question de milliards transférés d'un continent à l'autre, c'est le mythe de l'invulnérabilité occidentale qui s'effondre, laissant place au doute. Même les dirigeants, naguère arrogants, adoptent un ton plus inquiet. Ils réalisent que l'ancien ordre, bâti sur la stabilité, la prévisibilité et la confiance, n'est plus qu'un souvenir. Le risque systémique est immense. Une récession profonde, la montée du chômage, l'effondrement du modèle économique européen, une influence géopolitique en chute libre. La sécurité de notre épargne, l'avenir de nos emplois, la place de l'Europe dans le monde,
Tout cela est aujourd'hui sur la sellette. Face à ce choc, certaines voix commencent à s'élever. Existe-t-il des alternatives, des issues pour éviter la débâcle? Regardons maintenant quelles solutions émergent dans ce contexte de crise et qui, en Europe ou ailleurs, osent proposer un chemin différent. Doit-on sombrer ou choisir de changer de cap? Les options sont désormais sur la table et le destin de l'Europe se joue maintenant. Face à la gestion de crise actuelle, certains dirigeants européens osent la dissidence. Viktor Orban en Hongrie, Robert Fico en Slovaquie, ces voix minoritaires refusent la ligne dure de Bruxelles et appellent à plus de pragmatisme. Ils savent que l'idéologie a ses limites et qu'il est temps de remettre la réalité au centre du jeu. Cependant, pour l'instant, ces appels sont marginalisés. Le débat public reste verrouillé, la pensée unique domine, et toute remise en cause de la stratégie occidentale est qualifiée d'hérésie. La politique européenne semble s'enfermer dans une impasse où la doctrine prime sur la raison. Mais les signaux d'alarme s'accumulent. Les grandes entreprises, les investisseurs, les industriels européens, eux, n'attendent plus. Ce sont leurs chaînes d'approvisionnement, leurs marchés, leur rentabilité qui s'effondrent. La pression de l'économie réelle se fait sentir sur les dirigeants. L'heure des choix approche. Face à cette crise de confiance, une issue existe. Rétablir le dialogue avec la Russie, restaurer la coopération et revenir à un réalisme fondé sur les intérêts économiques communs. Ce scénario exigerait du courage politique, une capacité à reconstruire des ponts et à sortir des postures stériles. Ce serait le chemin de la confiance retrouvée et d'une relance européenne crédible. L'autre option? Continuer à suivre aveuglément Washington, c'est-à-dire renforcer les sanctions, prolonger l'isolement, alimenter la spirale de la confrontation. Mais ce choix comporte un risque immense, celui d'entraîner l'Europe dans une marginalisation rapide, un affaiblissement irréversible face à la concurrence mondiale. Car pendant que l'Europe hésite, le monde bouge. Le groupe des BRICS, avec la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Russie, développe ses propres circuits financiers, ses propres règles du jeu. Le train du multilatéralisme est déjà en marche, et il ne s'arrêtera pas pour attendre l'Europe. L'enjeu est colossal. Si l'Europe s'entête sur sa trajectoire actuelle, la perte de confiance internationale pourrait signifier un déclin accéléré, fuite des capitaux, déclin industriel, perte d'influence et appauvrissement généralisé. Mais si elle choisit de s'adapter, de sortir de l'ornière idéologique, il existe encore une chance de redressement, de prospérité retrouvée et de respect sur la scène mondiale. Le choix appartient désormais aux dirigeants européens, mais aussi à chaque citoyen. Sombrer dans la crise ou oser le changement, l'heure de vérité approche. La question qui se pose maintenant, les décideurs auront-ils le courage de prendre ce virage ou laisseront-ils l'Europe s'enliser dans une crise sans fin? Le monde change. Resterez-vous spectateur ou acteur du nouveau chapitre? Nous sommes à la croisée des chemins. L'Europe, autrefois pilier de la stabilité et de la confiance financière, vacille aujourd'hui sur ses fondations. La confiscation des avoirs russes n'est pas un simple épisode de la crise actuelle, c'est un signal d'alarme pour tous ceux qui croyaient que les règles du jeu international resteraient immuables, car derrière chaque décision, c'est la crédibilité de l'Europe qui s'effrite. L'ordre mondial unipolaire basé sur la confiance vient de prendre un coup fatal. Désormais, chaque pays regarde ailleurs, chaque investisseur se pose la question « Mes économies sont-elles encore en sécurité ici ?» Laisser faire, c'est accepter de perdre le contrôle sur notre avenir. S'informer, comprendre et agir deviennent enfin des actes essentiels. Car si la confiance disparaît, c'est notre niveau de vie qui s'effondre, la valeur de notre épargne qui fond, et notre influence qui s'éteint sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'exode des capitaux n'est plus une menace lointaine. Il commence déjà. Des milliards quittent l'Europe, fuyant l'incertitude et la peur d'une prochaine confiscation. Les nouveaux pôles émergent à l'Est et avec eux un nouveau partage du pouvoir mondial. Mais il n'est pas trop tard. L'Europe peut encore se réveiller à condition que ses citoyens refusent d'être de simples témoins. Il faut exiger des comptes, demander de la transparence et défendre les valeurs qui ont fait la force du continent. Chacun de nous détient une part de responsabilité. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire notre avenir à notre place. S'engager, c'est peser dans la balance, protéger notre sécurité, nos emplois et notre prospérité. La question n'est plus de savoir si le monde change, mais si nous aurons le courage de le façonner. L'Europe est à un tournant. La vigilance citoyenne sera le seul rempart contre l'effondrement.